dire que vous étiez viennois vous-même et que vous vous rappeliez le nom de ma famille. Mais je suppose que vous n'avez guère entendu parler de l'étude d'avocat que je dirigeais avec mon père d'abord, puis seul plus tard. Car nous ne défendions pas de grandes causes et par principe, nous refusions de nouveaux clients. En réalité, nous nous bornions à être des conseillers juridiques et surtout à administrer les biens des grands couvents. Lorsque Hitler prit les rênes du pouvoir et envoya ses hordes de pillards détrousser l'église et les couvents, diverses transactions et négociations destinées à sauver tout au moins les biens mobiliers de la confiscation se firent par notre intermédiaire. Or, les nationaux socialistes, bien avant d'armer leurs troupes et de les lancer à l'assaut du monde, avaient implanté ce qu'ils appelaient leurs cellules dans chaque bureau, dans chaque entreprise. Leurs espions se retrouvaient en tout lieu stratégique. Et j'ai appris hélas trop tard qu'ils avaient aussi placé leur homme dans notre petite étude. Ce n'était qu'un pitoyable commis sans talent, que j'avais engagé pour donner à notre bureau l'aspect d'une affaire tout à fait ordinaire. En réalité, nous ne lui confions rien d'autre que d'innocentes commissions, et notre espion était donc dans l'incapacité de rien découvrir de capital. Mais un hasard malheureux voulut que ce garçon ambitieux et vaniteux apprenne que l'on se méfiait de lui et que bien des choses intéressantes se passaient derrière son dos. Munich ou Berlin l'avaient chargé de nous surveiller. J'eus d'ailleurs bientôt une preuve tangible de l'attention toute particulière que me vouait depuis longtemps la Gestapo. La veille du jour où Hitler entrait à Vienne, j'étais arrêté par les hommes de la SS. Vous figurez sans doute que je vais vous parler maintenant d'un de ces camps de concentration où furent déportés tous ceux qui sont restés fidèles à notre vieille Autriche, et que je vais vous décrire toutes les humiliations, les martyrs et les tortures que j'y ai endurées. Mais je n'ai rien vécu de tout cela. J'entrais dans une autre catégorie. Je ne me retrouvais pas parmi ces malheureux sur lesquels on se défoulait d'un ressentiment longtemps contenu par des humiliations physiques et morales, mais dans un autre groupe d'hommes, très restreint, dont les nationaux socialistes espéraient soutirer de l'argent ou des renseignements importants. Les gens de ma catégorie, susceptibles de fournir ce genre de documents ou de l'argent, n'étaient donc pas déportés vers les camps de concentration, mais réservés à un traitement spécial, soumis à un régime dit de faveur, en les transférant dans un hôtel où chacun avait droit à une chambre particulière. C'était l'hôtel Métropole, qui était également le quartier général de la Gestapo. Une chambre particulière dans un hôtel. Peut-on rêver traitement plus humain? Mais soyez sûrs que le sort que l'on nous réservait était non pas plus humain, mais plus raffiné. On ne faisait rien. On se contentait de nous placer dans le néant le plus total. Et tout le monde sait qu'aucune chose sur Terre n'exerce une telle pression sur l'âme humaine que le néant. En nous enfermant chacun dans le vide total, dans une pièce qui était hermétiquement coupée du reste du monde, la pression ne résulterait pas des coups assénés ou du froid glacial, mais viendrait de l'intérieur et forcerait nos lèvres à s'ouvrir. La chambre que l'on m'avait assignée ne semblait pas inconfortable. Elle avait une porte, un lit, un fauteuil, une cuvette et une fenêtre grillagée. Mais la porte restait verrouillée, nuit et jour. Il était interdit de détenir un livre, un journal, une feuille de papier, un crayon, et la fenêtre donnait sur un mur nu. Autour de moi et autour de mon corps, ils avaient construit le néant parfait. On m'avait confisqué tous mes objets, ma montre,
pour que je ne sache plus l'heure, mon crayon pour que je ne puisse pas écrire, mon canif pour que je ne puisse pas m'ouvrir les veines. Et on m'avait même privé de l'insignifiante griserie de la cigarette. À part le gardien qui avait ordre de ne pas dire un mot, je ne voyais jamais aucun visage humain, n'entendais jamais aucune voix humaine. Il n'y avait rien à faire, rien à entendre, rien à voir. C'était le néant, partout et tout le temps, le vide total dans l'espace et le temps. On attendait quelque chose, du matin au soir, et rien ne se passait. On attendait encore et toujours. Il ne se passait rien. On attendait, on pensait jusqu'à en avoir mal au temple. Rien ne se passait. On restait seul. Cela dura 15 jours pendant lesquels je vécus hors du temps, hors du monde. Pour moi, le monde ne se composait plus que d'une table, d'une porte, d'un lit, d'une cuvette, d'un fauteuil, d'une fenêtre et de 4 murs. Enfin commencèrent les interrogatoires. On vous appelait, on vous conduisait à travers des couloirs, puis on attendait quelque part sans savoir où, et soudain, on se trouvait devant une table autour de laquelle étaient assis des personnages en uniforme. Alors commençaient les questions. Mais pour moi, le plus effroyable était que je ne pouvais jamais deviner ou déduire ce que la Gestapo savait véritablement, et ce qu'ils attendaient que je leur révèle. Si je leur confessais quelque chose qu'ils ne savaient pas, j'envoyais peut-être quelqu'un à mort. Si je contestais trop, je me nuisais à moi-même. Mais le pire n'était pas l'interrogatoire. Le pire, c'était le retour après l'interrogatoire, dans mon néant, dans la même chambre, avec la même table, le même lit, la même cuvette et le même papier peint. Le système de la chambre d'hôtel était une méthode diabolique destinée à perpétrer des meurtres psychologiques. Dans un camp de concentration, on aurait peut-être dû charrier des pierres jusqu'à ce que les mains soient ensanglantées ou que les pieds gèlent dans les chaussures. On aurait été parqué avec 2 autres douzaines d'hommes dans la puanteur et le froid glacial, mais on aurait vu des visages. On aurait pu regarder un champ, une brouette, un arbre, une étoile, n'importe quoi, tandis qu'ici, on était toujours entouré de la même chose. Toujours la même chose. L'effroyable, que mes nerfs lâchaient sous cette atroce pression du néant. Pour m'occuper, je tentais de réciter ou de reconstituer tout ce que j'avais un jour appris par cœur. Des hymnes populaires, des comptines de mon enfance, des paragraphes du Code civil. Puis j'essayais de calculer, d'additionner des nombres quelconques ou de les diviser, mais je ne savais plus me concentrer sur rien. Cette étape, à proprement parler, indescriptible, dura 4 mois. Or, 4 mois, c'est facile à écrire. Rien qu'une dizaine de caractères. C'est facile à prononcer. 4 mois, 3 syllabes. Il suffit d'un quart de seconde pour que les lèvres articulent ce son 4 mois. Mais personne ne serait à même de dépeindre, de mesurer, de faire comprendre à quiconque ou à soi-même combien le temps est long quand on est hors du temps, quand on est hors de l'espace. On ne pourra jamais expliquer combien on est rongé, détruit par ce néant. Et ce néant, et encore ce néant qui vous entoure, cette table, toujours la même, ce lit, et cette cuvette, et ce papier peint, et cet éternel silence, et toujours ce même gardien qui vous glisse votre repas sans vous adresser un regard, et toujours ces mêmes pensées qui tournent en rond dans le vide jusqu'à vous rendre fou. Et un soir, quand le gardien m'apporta mon repas justement au moment où j'étais pris d'une telle suffocation, je m'écriai soudain «
Conduisez-moi à l'interrogatoire, je vais tout dire, je vais tout avouer, je vais dire où sont les documents, où se trouve l'argent, je vais tout dire, tout. J'en étais donc réduit à de telles extrémités lorsque se produit l'imprévisible, m'offrant une planche de salut, du moins pour un certain temps. C'était un jour sombre, maussade et pluvieux de la fin juillet. Je me souviens de ce détail précis parce que, au moment où on me conduisait à l'interrogatoire, j'entendis la pluie qui tambourinait contre les vitres du couloir. Et ce jeudi-là, le 27 juillet, on me fit attendre particulièrement longtemps dans l'antichambre. Si je me rappelle aussi précisément cette date, c'est parce que dans cette pièce, un calendrier pendait au mur. Et comment vous décrire cette soif du mot imprimé, du mot écrit? Je dévorais des yeux ce simple chiffre, 27 juillet. Cette pièce était différente de la mienne, un peu plus grande, avec 2 fenêtres au lieu d'une, et sans le lit et sans la cuvette. La porte était peinte dans un autre ton, et il y avait aussi une armoire, ainsi qu'un vestiaire, avec des cintres supportant 3 ou 4 manteaux militaires mouillés, ceux de mes bourreaux. Et j'observais le moindre pli de ces manteaux. Et tout à coup, quelque chose accrocha mon regard. Je découvris que la poche latérale de l'un des manteaux était un peu gonflée. Je m'approchai. Je crus reconnaître ce que cette poche dilatée cachait. Un livre. Un livre. Un livre dans lequel on pouvait voir des mots juxtaposés, des lignes, des pages et des feuilles. Un livre où l'on pouvait lire et suivre des idées différentes, nouvelles, étrangères, qui me distrairaient des miennes. Mes yeux, hypnotisés, fixaient le petit renflement formé par le livre, et je m'approchais plus près du manteau. Je m'approchais encore. Je me trouvais enfin tout proche du manteau, et j'avais pris soin de garder les mains derrière le dos pour pouvoir le toucher sans être vu. Je palpais le tissu, et en effet, je sentis au travers un objet rectangulaire, souple, et qui crissait un peu. Un livre. Un livre. Et une pensée me traversa l'esprit à la vitesse de l'éclair. Empare-toi de ce livre. Essaie de le voler. Tu y réussiras peut-être, et alors tu pourras le cacher dans ta cellule. Et puis tu pourras lire, enfin lire de nouveau. Tout en gardant les yeux fixés sur le gardien, je me servis de mes mains cachées dans le dos pour faire peu à peu remonter le livre hors de la poche. Et puis, d'un petit geste, sec et prudent, je le saisis. Et voilà que je tenais dans ma main cet ouvrage qui n'était pas très volumineux. Je glissais alors le volume dans mon dos sous mon pantalon, à l'endroit où passait la ceinture. Et là, je concentrais toute mon attention, non pas sur ma déposition, mais sur la façon dont je maintenais le livre à l'abri des regards. Par chance, l'audition fut cette fois de courte durée, et je pus rapporter le livre sans encombre dans ma chambre. Quel instant inoubliable, quand je réintégrais mon enfer, enfin seul, tout en n'étant plus seul. Et maintenant, vous vous imaginez sans doute que j'ai aussitôt saisi le livre pour le contempler et le lire. Pas du tout. Je voulais d'abord savourer la joie de savoir que j'avais un livre auprès de moi. Et je retardais le moment de le regarder pour le plaisir merveilleusement excitant d'en rêver. J'espérais que ce serait un ouvrage qui requiert des efforts intellectuels, ni médiocre, ni facile. Un texte que l'on puisse apprendre, voire étudier par cœur, comme des poèmes, et de préférence, quel rêve audacieux, Goethe ou Homère. Finalement, je ne pus contenir plus longtemps ma curiosité avide. Étendu sur le lit pour que le gardien, s'il entrait tout à coup, ne puisse me surprendre,
je tirai en tremblant le volume de sous ma ceinture. Au premier coup d'œil, je fus déçu et même amèrement dépité. Ce livre dérobé au prix d'aussi gros risques, ce livre qui avait éveillé mes espoirs les plus brûlants, n'était rien d'autre qu'un manuel d'échecs. Une collection de 150 parties jouées par des maîtres. Mais à quoi bon tout ce fatras théorique? On ne peut quand même pas jouer aux échecs sans partenaire, et encore moins sans pièces et sans échiquier. Je me dis alors que je pourrais peut-être me fabriquer une espèce d'échiquier dans ma cellule pour reproduire ces parties. Je vis comme un signe du ciel le fait que mon drap de lit était justement quadrillé. Plié d'une certaine manière, il y avait moyen d'en faire un échiquier de 64 cases. Je me servis ensuite d'un peu de mie prélevé sur ma ration de pain pour modeler, bien entendu de manière ridiculement imparfaite, les différentes pièces. Le roi, la dame, et ainsi de suite. Après des efforts considérables, je pus enfin entreprendre de reproduire sur le drap quadrillé les positions que présentait le manuel. Au bout de 6 jours, je jouais déjà la partie entière, et sans me tromper. 8 jours supplémentaires et je n'avais même plus besoin des figurines de mie sur le drap pour me représenter concrètement les positions décrites dans le manuel. Et après une autre semaine encore, je pouvais me passer du drap quadrillé. Au bout de 15 jours, j'étais capable de reproduire sans peine et de mémoire, selon la formule consacrée à l'aveugle, toutes les parties décrites dans le livre. Tout d'un coup, j'avais une activité. Certes, insensée, stérile, si vous voulez, mais pourtant, une activité qui réduisait à néant le néant autour de moi. Je partageais méthodiquement ma journée. 2 parties le matin, 2 parties l'après-midi, et le soir, une rapide répétition des 4. Au début, je m'étais contenté de reproduire mécaniquement les parties des grands maîtres, mais peu à peu, je développais une approche plus intelligente, plus fine et plus ludique. Ce qui au début n'était qu'une façon de tuer le temps, se métamorphosa en plaisir véritable. Et les figures des grands stratèges tels que Alekhine, Lasker, Bogolyubov, Tartakover devinrent des amis qui peuplaient ma solitude. La régularité de mes exercices rendit à mes facultés intellectuelles l'assurance qu'on y avait ébranlé. Mon cerveau s'en trouvait revigoré, et la constante discipline intellectuelle l'avait même, pour ainsi dire, affiné. Je m'aperçus, au cours des interrogatoires, là surtout, que ma pensée était plus claire et plus concise. Cette période heureuse, au cours de laquelle j'avais reproduit systématiquement, jour après jour, les 150 parties du livre, dura de 2 mois et demi à 3 mois. Après quoi, et sans m'y attendre, j'étais parvenu à un point mort, et je me retrouvais devant le même néant qu'auparavant. Car chaque partie que j'avais jouée de 20 à 30 fois avait perdu l'attrait de la nouveauté et de la surprise. Il n'y avait plus rien d'excitant ou de stimulant à la répéter. Il n'y avait plus qu'une seule issue. Dans cette situation aberrante, il fallait que je m'invente de nouvelles parties, au lieu de reproduire les anciennes. Je devais me mettre à jouer avec moi-même, ou plutôt contre moi-même. Mais il ne faut pas réfléchir bien loin pour comprendre que dans cette activité purement intellectuelle et qui échappe complètement au hasard, il est logiquement absurde de vouloir jouer contre soi-même. Mais je n'avais pas d'autre issue, et je dus donc m'adonner à cette ineptie pour éviter de sombrer dans la folie ou le marasme total. Bien, jusqu'ici, j'espère avoir été clair dans toutes mes explications, mais je suis hélas moins sûr de l'être pour la suite.